Bonjour à tous, bienvenue dans Business Model, l'émission consacrée à la vie et au développement des entreprises sur Télésud. Alors, si vous êtes intéressé par le marché des cryptos, des NFT, au sens large de la blockchain, et que vous vous intéressez en plus à la musique, cette émission est faite pour vous. Bonjour Christian. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. Atlanticus Music, ça va être l'objet de cette émission. Qu'est-ce que c'est en quelques mots ? En quelques mots, c'est une place de marché qui permet aux artistes de créer leurs premiers NFT musicaux et de les vendre à leurs super fans. Alors on va rentrer, pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts, dans le détail, mais on commence toujours par un petit regard sur l'actualité. Et l'actualité, elle est riche dans ces domaines. On est dans l'univers des cryptos. Les NFT, on pourrait dire que c'est une sous-catégorie, une catégorie unique, non fongible, comme son nom l'indique, de crypto. Des cryptos qui ont souffert pas mal depuis quelques mois. Absolument, oui. Alors, indéniablement, on est dans l'hiver nucléaire de la crypto. Après, il faut voir aussi d'où l'on vient. C'est quand même un univers qui se construit sur la blockchain, qui est une véritable innovation technologique à mon sens, et au sens de tous ceux qui participent à ce jeu-là, mais qui est porteur d'immenses promesses en termes d'innovation technologique et d'impact sur l'économie de tous les jours. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, quand on suit un peu ce marché, de voir à quel point c'est assez corrélé, par exemple, au marché financier. Des marchés financiers qui ont pas mal décroché avec la remontée des taux d'intérêt, et puis là, qui se reprennent depuis quelques semaines, depuis le début de l'année. Et les principales cryptos, le Bitcoin, l'Ether, pareil, remontent. Oui, je crois que le Bitcoin a pris 40% depuis le début de l'année. Donc, à ceux qui enterraient le Bitcoin en disant qu'il n'y avait pas vraiment d'utilité derrière, on commence à se dire qu'ils en auraient peut-être dû en acheter un petit peu. Bon, ça c'est pour donner un peu le décor, on ne va pas ouvrir un débat sur les cryptos. Le marché de la musique aussi, qui nous intéresse, avec un marché qui a complètement opéré sa mue. Alors je veux bien qu'il y ait encore quelques ventes de vinyle de temps en temps, un peu vintage pour les spécialistes, mais en tout cas, les plateformes ont gagné, le marché de la musique a trouvé son nouveau modèle, son nouvel équilibre. À une époque, on se disait que ça allait disparaître avec Internet. Absolument, oui. C'est ça qui est fascinant avec la musique, c'est qu'elle semble toujours un peu aux avant-postes dans le domaine du divertissement, des transformations numériques. Et c'est vrai que ça a commencé très tôt avec le piratage. Les plus jeunes s'en souviennent peut-être, mais Napster, c'était la fin de l'industrie musicale qui effectivement a tangué quand même pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il y ait des acteurs qui prennent le pari du streaming, du fait de ne pas détenir sa musique, mais de la louer tous les mois avec un loyer, un abonnement, et qui aujourd'hui est en passe d'être réussi, puisque c'est près des 3/4 des revenus de l'industrie aujourd'hui qui sont générés par le streaming. Avec deux grands gagnants, on pourrait dire, les plateformes de distribution, on pense à Spotify, et puis surtout les maisons de disques qui sont ressorties encore plus fortes que jamais. Oui, absolument. Elles avaient quand même la main sur le robinet à pétrole. Alors, c'est un constat qui est de moins en moins vrai, parce qu'il y a de plus en plus d'indépendants. Mais aujourd'hui, elles se sont même concentrées, puisqu'aujourd'hui, on parle de 3 majors essentiels, Warner, Universal et Sony, qui détiennent, je crois que la part de marché des majors, c'est encore les 3/4 aussi de cette industrie. Alors c'est intéressant ce point sur les indépendants, il y en a de plus en plus, en effet, parce que c'est de plus en plus simple, un petit peu comme les livres à compte d'auteur sur Amazon, c'est de plus en plus simple de publier son disque. Alors tout dépend après le type de musique que tu pratiques. Si tu es soliste dans un orchestre symphonique, ça reste quand même assez compliqué. Mais effectivement, les barrières d'entrée pour produire sa musique et pour la diffuser se sont considérablement abaissées. Et alors ça, c'est une chance extraordinaire et en même temps un défi pour les jeunes artistes parce qu'il y a de plus en plus de monde au portillon. Absolument. Et aujourd'hui, on le voit encore. Sur Spotify, chaque jour est uploadé et mis en ligne sur Spotify. Alors les chiffres varient selon la police ou les organisateurs, mais entre 60 et 80 000 titres par jour. Donc effectivement, pour émerger dans cet univers-là, ça n'a jamais été aussi facile de faire de la musique, ça n'a jamais été aussi facile de la diffuser, et donc ça n'a jamais été aussi difficile, entre guillemets, de percer, puisque le bassin de concurrence, c'est pas mal ouvert. Et ce qui explique sans doute les beaux jours futurs des acteurs puissants qui vont pouvoir faire émerger des artistes. Au-delà du talent, il y a quand même un travail marketing qui va rester. Absolument. Et c'est vrai qu'avec cette vague de désintermédiation que permet le numérique, on a dit que c'était la fin des maisons de disques.
et elles se sont jamais presque aussi bien portées. Alors si on regarde leurs chiffres et leur taux de marge, et alors il y a un investisseur qui a racheté une partie d'Universal, qui dans sa thèse d'investissement dit on est à l'aube de l'âge d'or de la musique. Donc déjà que c'est un secteur assez conséquent, mais il dit et c'est pas fini, on va encore voir ça. Et pour rebondir sur ce que tu dis, on dit qu'on va désintermédier les maisons de disques, mais moi je reste persuadé qu'elles ont un rôle d'aiguillonnage, de marketing, de sélection aussi du talent, de positionnement, qui n'est pas prêt de disparaître. On n'est plus à un paradoxe près dans ce monde digital, en effet. Cette désintermédiation, elle recrée des acteurs, des intermédiaires encore plus puissants. Et c'est assez intéressant de voir ces évolutions. Comment est-ce qu'ils s'en sortent, les artistes? Il y a ceux qui s'en sortent très bien et puis ceux qui ne s'en sortent pas. Enfin, ça, c'est la vie, mais comme les footballeurs, comme beaucoup de métiers. Oui, alors c'est une bonne comparaison, mais il y a un livre il y a quelques années qui avait défrayé la chronique Business, donc petite communauté quand même, mais qui s'appelait Trading Up, en disant en fait j'ai pas le choix que de monter en gamme puisque alors peut-être que le low cost va continuer à perdurer et puis un artiste dans son garage qui joue avec ses copains. En fait, celui qui souffre, c'est tout le milieu de gamme. Alors, c'est pas un milieu de gamme pour être péjoratif, mais c'est pour dire tous ceux qui arrivaient à vivoter un peu dans cet univers-là, qui aujourd'hui sont complètement délavés, washed out pour faire du franglais. Mais et il y a des méga stars qui n'ont jamais été aussi puissantes, qui n'ont jamais eu autant de followers. Ouais, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de marchés finalement. Hein. C'est le marché du milieu qui souffre le plus. Le très premium et puis le très low cost, eux, s'en tirent mieux. Oui, et puis des artistes qui étaient peut-être destinés qu'à être populaires sur un marché local. Aujourd'hui, les économies font en sorte que être populaire sur un marché local, ça reste compliqué. Les maisons de disques ont beaucoup arrêté de signer des artistes qui étaient moyens, qui auparavant qui ont déjà une base fan et une discographie importante. Alors, la musique a toujours un coup d'avance, c'est ce qu'on va voir justement avec Atlanticus maintenant. C'est en tout cas le projet d'Atlanticus, hein, c'est de continuer à anticiper les prochaines tendances en mariant justement la blockchain avec la musique. C'est résumé correctement? Alors, en fait, nous, on est parti du même constat de marché qu'on était en train de faire, c'est de dire, en fait, il y a toute une gamme d'artistes qui ont une base fan, qui ont une discographie importante et qui pourtant n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors, je caricature un peu en disant ça, mais aujourd'hui, le chiffre le plus communément cité, c'est 97% des artistes présents sur Spotify gagnent moins de $1000 par an. Alors, ça dépend dans quel marché tu te situes, mais $1000 par an, c'est quand même assez difficile de vivre de ton art, et qui du coup se reporte beaucoup sur la musique live, qui pour le coup garde sa valeur et même a pris de la valeur avec le temps. Mais, et donc tu te retrouves avec des artistes qui courent le cachet, qui font des tournées de 2 ans et demi, des DJ en club qui ne savent plus dans quel pays ils se réveillent parce qu'ils sont tout le temps à courir à droite à gauche dans les avions. Et donc de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon? Ils ont une base fan, ils ont une discographie, ils ont une reconnaissance, de faire qu'ils vivent un peu autrement de leur art. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu passer la blockchain, les NFT, qui sont, comme tu l'as rappelé, des certificats de propriété, entre guillemets, enfin en tout cas qui créent un lien entre son détenteur et l'émetteur du NFT. Et on s'est dit, tiens, il y a quelque chose là d'intéressant appliqué au secteur de la musique. Et donc ça a donné quoi en fait, l'application, le cas d'usage? Alors le cas d'usage typique, c'est on reconstitue en fait dans la blockchain l'ancien fan club qui existait, auquel les gens étaient abonnés, payaient tous les mois leur contribution et avaient accès en échange à des news exclusives, de temps en temps du contenu, pourquoi pas des rencontres avec l'artiste. Et c'est ça qu'on transpose aujourd'hui dans le digital et la blockchain. La tendance de fond derrière cette mode NFT ou cette vague NFT, c'est de recréer de la rareté dans un univers illimité qui n'a plus de limites. Et comme on le disait, hein, à partir du moment où il y a une concurrence illimitée, c'est la rareté qui va recréer de la valeur. C'est un peu ça la philosophie. Oui, nous on est vraiment parti bille en tête sur ce constat-là, de dire tiens, on va pouvoir faire peut-être de la musique en série limitée. Après, on a creusé un peu ce sujet-là et on s'est vite rendu compte qu'en fait, les artistes certes, pouvaient être intéressés, mais occasionnellement. Ce qu'ils veulent, c'est aussi être connus du plus grand nombre et avoir un peu l'admiration des foules. Et puis, les maisons de disques qui vivent relativement bien du streaming, je l'ai un peu souligné plus tôt, elles ne sont pas du tout intéressées par le fait de restreindre
une musique qui coûte le même coût à produire à quelques centaines de personnes ou à quelques millions. Oui, parce que le business model, quand même, la rentabilité vient du volume, du nombre, et c'est ça aussi qui permet de développer le marketing. Et après, c'est plutôt les à côté, le merchandising, les concerts, peut-être d'autres idées qui permettent de rentabiliser. On a vu, il y a les revenus de la musique, les revenus du live, et puis il y a tous ces à côté. Et nous, c'est là qu'on a vu une opportunité en se disant, mais les fans demandent à être plus engagés avec leur artiste préféré, et c'est ce que on pense peut permettre le NFT. Alors, on comprend bien la démarche. Est-ce que le faire via la blockchain, même si c'est sans doute le sens de l'histoire, ce n'était pas une difficulté supplémentaire parce qu'il faut convaincre à la fois des artistes de suivre une start-up et en plus de le faire avec une technologie dont ils sont parfois loin. Alors c'est vrai que c'est une double contrainte. Nous, on reste un peu foufou et persuadés que c'est le sens de l'histoire et que les gens vont de plus en plus détenir leurs actifs. C'est un peu la promesse derrière la blockchain. Mais la barrière à l'entrée est aujourd'hui encore un peu haute. Il faut détenir un wallet, il faut payer en crypto-monnaie. C'est deux difficultés qu'on avait assez tôt identifiées et on y a travaillé de façon à les gommer. En fait, on continue d'utiliser la blockchain, mais les gens le font presque comme M. Jourdain, de la prose sans le savoir. Quel est le business model qui fonctionne pour l'instant dans cet univers NFT musical ? Alors, bien malin qui pourrait te dire là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tentatives qui émergent. Il y a quelques modèles qui sont intéressants. Et nous, on s'attache vraiment à cet aspect de l'utilité qu'on met dans le NFT. C'est-à-dire, au-delà du caractère spéculatif, et on l'a vu en 2021 avec des valorisations et des sommes assez folles, une fois que le marché s'assagit et réfléchit, on revient vraiment sur qu'est-ce que j'achète avec mon argent, value for the money, comme disent nos amis anglo-saxons. Alors, qu'est-ce qui marche là ? Qu'est-ce que les gens achètent ? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer ? Alors, les gens veulent des expériences musicales. C'est-à-dire, c'est vraiment cette démarche du fan de comment j'ai plus de mon artiste. J'achète déjà ses t-shirts ou ses affiches, mais si je pouvais avoir un entretien avec lui, des accès au backstage à ses prochains concerts. Donc c'est toutes ces expériences qu'on essaie de packager dans le NFT. Et donc là encore, le virtuel nous ramène au réel. Autre paradoxe, on parlait de la désintermédiation, réintermédiation. Et là aussi, on a besoin de réel et de... Oui, on a besoin de concret. Alors tu le signalais un peu plus tôt, les vinyles se sont jamais autant vendus. Donc c'est pas parce que tu dématérialises quelque chose que tu n'es pas encore attaché aux anciennes formes de propriété. Et nous, on essaie vraiment de mixer les deux parce qu'on pense qu'il y a encore cette démarche de je veux détenir quelque chose. Il y a des artistes connus, célèbres, successful, qui ont déjà... qui ont adopté cette stratégie NFT. Alors oui, tu as des artistes qui sont très en avance de phase là-dessus et qui d'ailleurs ouvrent le chemin. Alors le porte-étendard dans la musique, c'est Snoop Dogg dans le rap qui a vraiment... on serait presque tenté de dire que c'est devenu un panneau publicitaire, un homme sandwich vivant parce chaque semaine, il annonce quasiment une collaboration dans les NFT. Dans la musique électronique, tu as un Steve Aoki qui est aussi très impliqué et qui crée son propre univers, son propre métaverse. Il y a beaucoup de passerelles entre les NFT et les métaverses et qui donc va très loin dans l'exploration des possibilités de la blockchain. Et c'est sans doute comme ça que cette révolution convertira le plus grand nombre. Ce qui est intéressant, ce que je subodore dans cette discussion, c'est que finalement, un artiste qui était dans son couloir musical peut toucher à d'autres formes d'art avec aussi cette NFTisation. Un Snoop Dogg peut aller sur l'univers pictural, sur la vidéo, Absolument. sur d'autres choses. Oui. Comme le NFT a vraiment connu son envol avec l'art visuel digital, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé à marier un peu ces univers et à se dire si je suis artiste, c'est que j'ai cette sensibilité et je peux faire des choses qui sont à côté, sur des produits hybrides, en quelque sorte. Le métaverse dans tout ça, c'est un sujet en effet qui fait couler pas mal d'encre. Est-ce que c'est justement un univers d'expression qui va permettre aussi cette évolution? Alors, j'en suis également persuadé. Ça s'est beaucoup nourri de la période du Covid où le live est mort pendant quasiment 1 an et demi. Et il y a eu les produits de substitution qui étaient les concerts en réalité virtuelle. Ça s'est beaucoup appliqué à des univers qui étaient déjà présents, déjà immersifs. Donc, on retrouve des codes du métaverse. Je parle de Roblox, je parle de Fortnite. Mais il y a cette idée que plus tard, on continuera de plus en plus à évoluer dans ces univers virtuels et qu'on retrouvera le live, se déportera petit à petit dans le virtuel. Et Atlanticus, alors comment est-ce que justement on aborde
ce secteur avec à la fois plein de petits artistes qui ont des difficultés financières et puis des grosses majors qui sont les châteaux forts de la place. On essaie justement de faire un peu le pont entre les deux. Nous, on est convaincus que le NFT musical a de l'avenir et va être une nouvelle façon de faire de la musique, de vendre sa musique, de se rapprocher de ses fans également. On parle beaucoup de la dimension communautaire et c'est vrai qu'on avait une relation un peu distante entre l'artiste et les fans qui étaient dans la fosse, pour caricaturer un petit peu. Et on pense qu'il y a quelque chose de plus organique, de plus direct à faire entre les fans et les artistes. On peut prendre un exemple concret d'un artiste qui nous, Atlanticus travaille. Un artiste DJ qui, lui, fait des tournées dans les métavers, donc à des dates régulières, il tourne là-dedans. Il a fait un NFT sur Atlanticus Music, qui s'appelle Buffalo. Et dans son NFT, puisque c'est un outil finalement assez plastique, dans lequel on peut mettre plein de choses et en rajouter au fil de l'eau, il a mis ce qu'on appelle un wearables. Donc c'est un artiste qui a une identité visuelle assez marquée. Et il a mis des objets à porter, comme si tu achetais un goodies, en fait, du merchandising, qu'après tu pouvais arborer dans un métaverse. Donc, dans le cadre du NFT, tu as accès à son wearable que tu peux utiliser dans un métavers. Et est-ce qu'une des clés, c'est aussi l'hybridation avec les expériences, les marques? On l'a vu avec des marques de sport qui ont lancé leur propre collection dans l'univers ou des marques de luxe. Oui. Et c'était déjà des marques grand public, mais qui avait déjà un phénomène de collection autour de ça. Et c'est vrai que le NFT a accéléré un peu ce phénomène-là. C'est quoi l'ambition d'Atlanticus dans ce contexte? Continuer à accompagner les artistes et on est persuadé que la musique et les industries créatives au sens large vont être bouleversées par le phénomène blockchain et NFT. Et alors, par quelle boule prendre? Est-ce que c'est en faisant des associations justement avec les majors ou au contraire en s'en tenant loin? Enfin, il y a une stratégie qui est réfléchie derrière. Si tu me demandes ma stratégie, la stratégie mainstream, elle passe par des artistes de plus en plus massifs et donc indéniablement le partenariat avec les maisons de disques. Donc être un outil pour ces maisons de disques pour mettre à disposition de leurs artistes. Exactement, et puis arriver avec ce savoir-faire, de dire voilà ce qui marche pas, voilà ce qu'on pourrait créer pour tel artiste. Aujourd'hui, on est beaucoup sur du sur-mesure. Demain, moi, mon objectif, c'est d'avoir des produits de plus en plus standardisés en la matière, mais et qu'on ait des vrais cas d'usage grand public massifs. En termes de technologie, c'est quoi le sous-jacent, la blockchain utilisée? Alors nous, on utilise Binance, la BNB Chain. Il y a d'autres Layer 2 qui sont, alors c'est un terme un peu technique, mais qui sont très utilisés en la matière. L'idée à la fin, c'est qu'il faut que ça soit rapide, pas cher, parce qu'on a beaucoup encore de transactions qui peuvent coûter cher, juste les frais de transaction, et puis qu'il y a une empreinte écologique la plus faible possible. Ouais. Certaines blockchains sont très consommatrices de ressources, d'autres nettement moins. Et puis que ça soit donc, et ça rejoint le dernier point, pérenne dans le temps, qu'on ne se dise pas... Ça, c'est toute la promesse derrière la blockchain, c'est la permanence de ces blockchains. Effectivement, si demain on avait certaines blockchains qui venaient à disparaître, ça serait un vrai manque de crédibilité pour toute cette révolution blockchain. Allez, on va parler maintenant de votre parcours, Christian, en tant qu'entrepreneur dans cette aventure. Alors, comment c'est né en fait Atlanticus? C'était quoi l'étincelle de se dire je lance cette entreprise? Alors, moi dans mon passé, j'avais travaillé dans les groupes médias et beaucoup sur des sujets d'innovation liés au digital. Et donc, j'étais toujours un peu à l'affût de ces nouveautés technologiques et de la façon dont elles allaient impacter des industries un peu de divertissement grand public. Ça, je veux m'arrêter un peu sur ce point parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui anime beaucoup d'entrepreneurs qui sont passionnés d'un sujet et qui sont vraiment très en avance de phase. Et c'est un vrai sujet pour tous les entrepreneurs qui nous regardent ou ceux qui souhaiteraient le devenir, de se dire est-ce que c'est le bon moment? Parce que quand on est immergé dans sa bulle tech, on se dit oui, c'est évident, on voit les choses se dérouler et peut-être que parfois c'est plus long que ça devrait être. C'est un des grands investisseurs américains qui dit que 90% des raisons d'échec des startups, c'est le time to market, c'est à quel point est-ce que vous arrivez au bon moment, au bon endroit là-dessus. Donc, parce qu'on peut être emballé par sa propre excitation et son propre biais. Et c'est effectivement un frein qu'on doit mettre souvent sur son propre enthousiasme et de dire, OK,
moi je comprends, je baigne dedans toute la journée, mais comment est-ce que quelqu'un qui n'y connaît rien, et nous c'est vraiment là-dessus qu'on a un peu étraîné le sujet quand on s'est lancé. C'est dire en fait le taux d'adoption des cryptos est très faible. Donc c'est à nous de faire la démarche, de simplifier l'onboarding, la montée sur la plateforme pour que chacun puisse facilement acheter, facilement détenir ces NFT, même si tu ne comprends pas toute la technologie qui est sous-jacente. Et alors, il y a l'autre expérience, passer d'un grand groupe, c'était TF1 en l'occurrence, pendant combien d'années? Pendant une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années, à une start-up. Oui. Ça, c'est aussi c'est pas du métaverse, mais il y a quand même un changement de dimension fort. Alors moi, je m'y étais un peu préparé, et puis il faut avoir un peu de recul aussi sur ce qu'on fait. Après, il y a plein d'opportunités aussi dans des grands groupes d'avoir des démarches entrepreneuriales. Alors, c'est pas la même chose de le faire à l'intérieur d'un grand groupe au chaud, pour caricaturer un petit peu. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut le faire à l'intérieur d'un grand groupe au chaud, justement? Parce que le concept de chaud ou de froid, c'est aussi un des aiguillons de l'entrepreneuriat. Absolument. La tension qu'on a quand on est à son compte et qu'on a levé des fonds et que tous les jours on surveille sa ligne de trésorerie, oui, c'est pas du tout la même que celle à l'intérieur d'un grand groupe. Effectivement, il y a un confort. Après, je pense que ça dépend beaucoup aussi des personnalités, de se dire, mais en fait, j'ai envie d'aller plus loin. Oui, j'ai presque une démarche un peu sadomaso de se faire mal, mais de se dire, j'ai vraiment envie d'être confronté à ce que pas mal d'entrepreneurs qualifient de la vraie vie, c'est-à-dire en dehors du confort des grands groupes. Et puis, ça peut rejoindre aussi ce qu'on pourrait apparenter à une crise de la quarantaine, de se dire, voilà, j'ai envie de le faire, ou pour paraphraser, si avant 50 ans, tu n'as pas monté ta start-up, tu as raté ta vie. Enfin, il y a aussi une petite démangeaison, j'imagine, de se dire, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai envie de ce défi? Oui, je pense qu'il y a une dimension de réalisation de soi et de se dire, tiens, ce que j'ai monté pendant quelques années pour d'autres, est-ce que je ne le monterai pas aussi pour moi tout seul? Et ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 3 ans que j'en suis parti. Et alors, avec le recul, même s'il y a eu un contexte particulier avec cette crise sanitaire? Alors on dort beaucoup moins bien, mais la satisfaction d'être un peu maître de son destin est incommensurable. On se sent plus vivant? On se sent plus vivant dans les hauts et dans les bas. Donc plus vivant. Oui, donc plus vivant, absolument. On appelle cette émission Business Model parce qu'on fait référence aussi, comme il y a les top modèles dans la mode, aux personnes qui peuvent vous inspirer dans votre vie d'entrepreneur. Est-ce qu'il y en a? Alors, pas nommément, mais globalement, c'est vrai que quand on rentre dans cet univers, quand on côtoie des entrepreneurs, il y a une énergie, un enthousiasme. Pas forcément des réussites à la clé. Je pense qu'il faut aussi démystifier un peu l'univers de l'entrepreneuriat, parce que souvent ce sont les levées de fonds, les licornes qui tiennent le haut du pavé. Il y a plus d'échecs que de réussites. Il y a incommensurablement plus d'échecs, effectivement, mais il y a aussi une énergie et une soif d'entreprendre, de tenter des nouvelles choses qui, je trouve, est revigorante. Mais pas de nom vous vient à l'esprit en particulier? Il y a des très gros entrepreneurs. Dans le domaine des cryptos, pour y revenir, il y a une société qui émerge aujourd'hui qui s'appelle Sorare, qui est en plus française. Et, dans le football. Dans le football, absolument. Pas dans le sport, maintenant, qui est dans la gamification autour du sport emmenée par Nicolas Julia. Et ils ont réussi en 3 ans une exécution qui est absolument majeure. Ils viennent d'annoncer qu'ils ont signé la première ligue. Donc ça a été une vraie traînée de poudre là-dessus. Et une réussite assez exemplaire. Et c'est un mot-clé, exécution. C'est du mauvais français d'ailleurs, je pense. Oui, c'est possible. Execution peut-être en anglais, ça résonne peut-être mieux. Mais en tout cas, la capacité à délivrer, ça aussi c'est du mauvais français, la capacité à faire les choses, à faire émerger l'idée en entreprise. C'est ça. Alors c'est aussi ce que je retrouvais dans les médias, où une idée se concrétise à travers un film, un programme, et on la retrouve aussi dans l'entrepreneuriat. C'est comment est-ce qu'à partir de quelques concepts un peu bricolés sur le coin d'une table, on les met à exécution, et puis là, on est très vite confronté à la réalité, et de se dire, non, en fait, c'est pas ça, je m'étais trompé. Et à la fin, c'est le marché qui a raison, donc on s'adapte. Une fierté, après ces 3 ans d'expérience, qui est la vôtre et que vous... Une de nos fiertés, c'est d'avoir réussi à séduire une marque comme Fun Radio, qui est une grande radio en France, de nous faire confiance et d'émettre les premières NFT radio.
sur la scène française, je crois même que c'était une exclusivité européenne, voire mondiale, de faire des passes à vie pour un concert qu'ils organisent chaque année et qui a été commercialisé via l'antenne de Fun Radio. Voilà, c'est un travail quotidien pour diffuser cette vision qui est la vôtre et celle de votre équipe. Merci Christian pour ce témoignage. Merci Thomas. Et puis longue vie à Atlanticus Music. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Business Model. En attendant, très bonne semaine à vous.